tous et à toutes. Merci d'être venus jusqu'à nous par ce temps un peu frisquet. Je pense que les portables sont tous sur silence. Ça sera plus simple. Bien, on va commencer à l'heure quasiment, puis la technique apparemment suit. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter Sophie Karenko, qui, après des études scientifiques qui l'ont menée dans différentes écoles, y compris aux États-Unis, à Berkeley, est actuellement chercheuse au Centre national de la recherche scientifique dans l'équipe matériaux hybrides et nanomatériaux. On va vous expliquer en détail, évidemment, ce que veut dire ce mot un petit peu compliqué. Elle a participé à la publication d'une trentaine d'ouvrages scientifiques, des travaux qui ont été très remarqués, puisqu'elle a reçu en 2010 le prix européen des jeunes chimistes et en 2014 la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, qui consacre chaque année le travail de 20 femmes qui font avancer la recherche. Donc je lui passe la parole, qui va nous expliquer un petit peu ce que sera notre avenir. Merci beaucoup pour cette introduction et bonjour à tous. C'est un véritable plaisir de vous voir si nombreux ici aujourd'hui. Alors effectivement, comme ça a été dit, moi je suis chimiste depuis quelques années, pas si longtemps en fait, et je viens du laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris, dont vous voyez le nom ici. Et en fait, si vous voulez une idée un petit peu plus concrète de ce qu'on fait dans ce laboratoire, je vous invite à aller dans le hall. Tous les étudiants qui portent des blouses violettes sont en fait des étudiants du laboratoire, donc ils pourront peut-être vous en dire un peu plus et vous montrer un petit peu concrètement ce qu'on fabrique dans le laboratoire. Voilà, alors aujourd'hui, je me suis donné une mission, c'est d'essayer de vous expliquer ce que sont les nanomatériaux. Alors je vais y passer un petit peu de temps, mais déjà vous avez un petit aperçu ici, si vous regardez un petit peu le fond de l'image. Vous voyez peut-être ces petits grains de matière là, je ne sais pas si vous arrivez à les voir du fond. Ce sont des petites nanoparticules, et j'expliquerai de quoi il s'agit, constituées de fer, et on voit qu'elles sont toutes de la même taille et qu'elles s'organisent en fait sous forme d'assemblage, un petit peu comme les oranges sur le rayon d'un marchand de fruits et légumes. Voilà, donc j'ai appelé ça « Imaginer et construire les objets de demain » et je voudrais montrer que la chimie et le chimiste, donc peut-être plus tard l'un d'entre vous, a vraiment un rôle à jouer dans ce domaine qui est un domaine finalement des 50 ou 100 prochaines années. Alors avant tout, je voudrais montrer le lien finalement de l'homme, de la matière et des matériaux. Alors l'homme et les matériaux, c'est une histoire extrêmement ancienne. Vous vous souvenez peut-être d'un cours d'histoire où on vous a parlé de Homo sapiens, et puis avant Homo sapiens, Homo habilis. Homo habilis, c'est cet homme préhistorique qui avait cette initiative, finalement, cette créativité de prendre la matière qu'il trouvait, ici un silex, et de ne pas s'arrêter à cette matière, mais à lui donner une forme. D'accord ? En lui donnant des coups, il lui donne cette forme qui lui permet de fabriquer un outil. Et bien ça, c'est vraiment le début de la démarche de ce qu'on appelle la fabrication des matériaux. On prend la matière, on la met en forme, et on obtient un matériau qui est beaucoup plus utile qu'un vulgaire caillou qu'on ramasse sur le bord d'une route. Alors ça s'est traduit dans l'histoire de notre civilisation et de toutes les civilisations. Déjà plusieurs millénaires avant le nôtre, on fabriquait le verre, que vous voyez ici aujourd'hui sous forme moderne, à partir du sable. Le sable, c'est un composé qui contient ce qu'on appelle de la silice, donc du silicium, de l'oxygène et beaucoup d'autres choses. Eh bien, c'est en contrôlant la mise en forme, ici, en chauffant cette silice, ce sable, qu'on fabrique le verre, et ça, on le fait depuis plusieurs millénaires. Donc vous voyez, on avance un petit peu dans le temps, les matériaux deviennent de plus en plus compliqués, et cette histoire ne s'est jamais arrêtée, ne s'arrêtera jamais, puisqu'en fait, chaque fois qu'on aborde une nouvelle matière et une nouvelle façon de le travailler, de le mettre en forme, eh bien, on a des percées technologiques et artistiques. Alors j'ai déjà parlé de la pierre qu'on fabrique à température ambiante, à 25 degrés, dans la vie de tous les jours. Il y a tout ce qui est l'aspect artistique, avec un métal comme le cuivre, qui peut être utilisé pour fabriquer des vases, qui peut être utilisé pour fabriquer des objets, ou bien aujourd'hui des fils électriques, c'est un tout autre usage. Il y a le bronze, qui lui est un alliage de cuivre et d'étain, ou bien de cuivre et d'autres métaux, qui déjà demande des températures de travail un petit peu plus élevées, comme vous voyez ici. Alors évidemment, quand je dis percée technologique, ça inclut aussi, et malheureusement, toutes les percées militaires, guerrières qu'on peut imaginer, hein. Mais il y a aussi finalement les percées intéressantes, intelligentes, telles que ici le travail du fer et des aciers par la suite,
qui a donné la possibilité de créer les premiers véhicules réellement rapides de l'histoire de l'humanité, les locomotives, et puis des choses très artistiques que vous connaissez tous, ici en région parisienne, bien sûr. Et ce que je veux montrer sur cette diapositive, c'est à la fois qu'on avance dans le temps en changeant de matériaux. Voyez, vous avez sans doute entendu parler de l'âge du cuivre, de l'âge du fer, de l'âge du bronze. Et en fait, ça, c'est lié au fait qu'on maîtrise le feu en particulier ou bien d'autres procédés de mise en forme. Et c'est cette maîtrise de notre façon de manufacturer, de manipuler la matière qui nous amène à des matériaux toujours plus intéressants. Alors, les nouveaux matériaux d'aujourd'hui, vous en avez sans doute déjà en tête, je ne sais pas. J'en présente ici quelques-uns. Vous avez tous les matériaux qu'on utilise dans la microélectronique, donc les ordinateurs. De quoi sont-ils faits? D'où naissent-ils? Eh bien, ces matériaux, pour la plupart, prennent leur source dans la chimie du silicium, ce même silicium dont je parlais tout à l'heure pour parler du sable. Eh bien, ici, c'est le silicium auquel on a retiré l'oxygène. On obtient ces superbes monocristaux qui ressemblent à des miroirs de silicium que l'industrie des processeurs vient graver pour fabriquer des microprocesseurs et des objets qui sont là toujours plus petits. Donc, au lieu d'avoir cette échelle finalement de température, le contrôle du feu, ici, on arrive à une échelle de taille. On essaye de faire des matériaux plus petits pour mettre finalement plus d'informations, plus de capacités dans toujours moins d'espace. Alors, c'est ce que vous avez dans les ordinateurs, c'est ce que vous avez dans vos téléphones portables, bien sûr. Et finalement, cette idée-là, des nanomatériaux, c'est l'idée de la miniaturisation. Mais il ne faut pas oublier que cette miniaturisation peut aussi servir à faire des objets très gros qu'on n'aurait pas pu faire il y a encore 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ici, l'image que je présente, c'est l'image de l'aqueduc du viaduc de Millau, que vous connaissez peut-être, qui traverse la vallée du Tarn. Un superbe pont qui fait plus de 2,4 km de longueur et qui, pour pouvoir exister, devait être beaucoup plus léger que les ponts en pierre qu'on faisait dans l'Antiquité, que les ponts en fer qu'on a fait par la suite ou que les ponts en acier qu'on a inventés. Eh bien, ces ponts sont en fait des condensés de haute technologie. À l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle des composites, des matériaux qui intègrent non pas un élément chimique, mais plein d'éléments chimiques qu'on a associés entre eux, qu'on a tissés, qu'on a fibrés, qu'on a produits de façon tout à fait précise. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, ces composites, dans cet Airbus ici A350, qui est un des premiers avions, en fait, dans lequel l'acier n'est plus le matériau principal. Si vous avez pris l'avion, vous avez dû remarquer, même les sièges, tout est en acier dans un avion. Eh bien ça, c'est l'avionique d'il y a 20 ans. L'avionique d'aujourd'hui, c'est de faire des avions plus légers, qui consomment moins. Et ça, c'est possible grâce à ces matériaux composites qui, eux, ont ces capacités mécaniques égales à l'acier, mais qui sont plus légers. Alors, les défis actuels, pourquoi est-ce qu'on a besoin toujours de nouveaux matériaux? Pourquoi est-ce qu'on a sans cesse besoin d'innover et qu'on ne peut pas s'arrêter à ces réalisations qui sont déjà belles? Eh bien, on parle beaucoup aujourd'hui du défi de l'énergie. Vous devez en entendre parler avec la COP21, dont on a énormément entendu parler, le CO2, la pollution, les éoliennes, etc. Moi, j'ai un point de vue peut-être un petit peu décalé là-dessus et je vous le propose aujourd'hui. L'énergie, finalement, sur Terre, quand on regarde les éclairs, quand on regarde les capacités de production d'une technologie comme la technologie nucléaire, on en a beaucoup. On a beaucoup, beaucoup d'énergie. Ne serait-ce que l'énergie du soleil qui nous arrive tous les jours sur Terre, elle est des centaines de fois supérieure à celle que nous sommes capables de consommer. Le problème, en fait, tient autant dans l'énergie que dans les ressources qu'on doit mettre en pratique, mettre en œuvre pour être capable de capter et de stocker cette énergie. En général, votre téléphone portable, son problème, c'est quoi? C'est pas qu'il n'est pas assez rapide, c'est que la batterie, au bout d'une journée, elle est morte. On est d'accord? Donc le problème principal de beaucoup de technologies actuelles, ce n'est pas l'énergie disponible n'importe où. Vous savez que vous pouvez brancher un chargeur, c'est qu'on aimerait avoir cette énergie sur nous tout le temps. Et donc on a besoin de matériaux qui sont capables de la stocker sous une forme très légère, très condensée. Et c'est un petit peu ça les défis d'aujourd'hui qui se posent en termes d'énergie. Un autre exemple, c'est celui des voitures électriques. On trouve des voitures électriques aujourd'hui, ça fait un siècle d'ailleurs qu'on en parle. Les premières voitures étaient d'ailleurs électriques. Et leur point faible, ce n'est pas la vitesse à laquelle elles peuvent aller, c'est en général l'autonomie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elles vont être capables d'emporter à leur échelle, et non pas opposée à l'énergie totale disponible sur Terre. Alors, ce qui est intéressant quand on réfléchit aux ressources, eh bien, c'est qu'en fait, les ressources, contrairement à l'énergie, nous n'en avons pas une quantité infinie sur Terre. On prend le bois, il y a un certain nombre d'arbres, il y en a qui grandissent, il y en a qui disparaissent, mais on ne va pas créer du carbone sur Terre. Si on prend des métaux, par exemple, ici c'est ce que vous voyez en rouge dans ce tableau périodique que vous avez peut-être déjà étudié en cours ou peut-être pas encore. Eh bien, dans ce tableau, vous avez les couleurs, donc ce sont des cases en fonction des éléments, qui vous indiquent
éléments, c'est-à-dire les éléments chimiques, ça peut être un métal, ça peut être un ion, ça peut être beaucoup de choses, qui vont ou qui sont en train de devenir en manque sur notre planète, parce que nous n'en avons qu'un certain nombre qui est limité. Alors, un des exemples de ces éléments, c'est l'indium qui se situe par ici. Cet indium qui est utilisé dans tous vos téléphones portables, par exemple, pour faire ces petits écrans tactiles qu'on manipule tous les jours. Eh bien, cet indium, typiquement, c'est quelque chose qui n'est présent que dans une quantité finie sur Terre et qu'il va falloir finalement être capable de remplacer par autre chose à un moment. Un autre exemple, c'est le lithium dont on parle beaucoup, puisque c'est lui qui intervient dans les batteries au lithium, toujours les mêmes, celles de vos téléphones portables. Eh bien, lui aussi n'est qu'en quantité limitée. Donc, le lien de l'énergie et des ressources, finalement, c'est d'être capable de proposer des matériaux avec des ressources abondantes, des éléments qui sont en blanc dans mon tableau, pour stocker, pour manipuler, pour déplacer l'énergie. Et c'est là que les nanomatériaux interviennent, et c'est une des choses que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce que je dis ici. Le problème, c'est autant la ressource que la source d'énergie. Alors, les nanomatériaux, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Vous avez peut-être entendu parler de nanoparticules, ou au moins vous avez dû entendre parler de marques comme iPod Nano, ce genre de choses. On utilise un petit peu ce mot pour beaucoup d'utilisations. Ici, je vais vous donner quelques exemples de nanomatériaux qui sont déjà présents dans des applications de la vie quotidienne. Alors, le carbone, qui est ici, c'est un matériau qu'on connaît très bien, c'est celui de la mine des crayons à papier, le graphite. Mais si finalement on l'assemble sous des formes différentes, par exemple ici ce fullerène qui a une forme de ballon de football, ou bien ces nanotubes, eh bien c'est ce qu'on va retrouver dans des matériaux à haute résistance mais à grande légèreté. Un autre exemple, c'est l'exemple du platine. Ce platine, c'est un métal qui est précieux, qui vaut encore beaucoup plus cher que l'or, si vous voulez tout savoir. Et en fait, on en fait des petites particules, et ce sont elles qui sont intégrées dans les pots catalytiques des voitures, de telle sorte qu'on arrive à dépolluer les gaz d'échappement, ou au moins une partie de ces gaz, pour limiter finalement notre impact environnemental sur l'atmosphère parisienne et partout dans le monde. Alors le titane, lui, il est intéressant parce qu'en fait, c'est un élément qui est extrêmement abondant sur Terre. On en trouve partout, on en trouve dans la croûte terrestre. Eh bien, c'est un élément qu'on utilise sous forme d'oxyde, donc allié avec l'oxygène, un autre élément. Et c'est lui qu'on retrouve beaucoup dans certaines technologies du photovoltaïque, mais aussi parce qu'il a cette capacité d'absorber la lumière dans certaines crèmes solaires. Et ça, c'est un des exemples qui se pose des questions de toxicité, j'y reviendrai à la fin, sur l'utilisation des nanoparticules. Encore 2 ou 3 exemples, et après je passerai à autre chose. Donc vous avez le fer, qui est actuellement à l'étude pour faire des nano-aimants, des tout petits aimants qui serviraient peut-être à soigner des tumeurs dans le futur. J'en parlerai plus tard. Et puis vous avez tous ces autres éléments, je ne vais pas tous les lister, mais la plupart d'entre eux interviennent déjà aujourd'hui dans la composition d'un nanomatériau qui est utile. Ici, ces éléments-là, je les présente pour ces particules qui sont fluorescentes ou phosphorescentes. Voilà. Alors ce qui est intéressant, parce que c'est que jusque-là, j'ai parlé de matériaux que nous avons fabriqués nous-mêmes. Mais finalement, le chimiste, dans sa démarche, il a bien sûr cette démarche créative, cette démarche ludique d'essayer de créer quelque chose qui n'existe pas, mais il a aussi, en général, la démarche d'aller chercher dans la nature ce qui existe et d'essayer de s'en inspirer. Alors, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des papillons comme celui-ci, probablement pas en région parisienne, celui-ci vit en Guyane. Il s'appelle le Morpho godarti, c'est un papillon qui est étudié dans notre laboratoire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est sa couleur extrêmement bleutée, qui est magnifique à regarder. Si vous regardez un petit peu plus en détail cette image, vous verrez que le bleu n'est pas tout à fait le même partout. Et en fait, si vous l'aviez entre les mains, vous verriez qu'en changeant un petit peu sa position par rapport à votre œil, eh bien, vous voyez une couleur qui n'est pas constante, qui change. Et ça, c'est lié en fait à l'origine de ce bleu. Ce bleu ne vient pas d'un colorant chimique tel que celui qu'on peut mettre dans les vêtements. Ce bleu, il vient en fait d'une structure de la matière à l'échelle nanométrique. Donc zoomons un petit peu sur ce papillon, là on voit l'aile un petit peu plus en tranche, et puis si on utilise un appareil qu'on appelle un microscope électronique à balayage, on est capable d'aller encore beaucoup plus loin en termes de zoom, beaucoup plus loin qu'avec un microscope traditionnel. Donc là vous voyez les écailles de ce papillon. Zoomons encore un peu, vous voyez les stries au niveau des écailles de ces papillons. Et si maintenant on zoome à une échelle de quelques centaines de nanomètres, eh bien on voit en fait que l'aile de ce papillon est constituée de ces toutes petites structures ici, crénelées, et c'est cette structure crénelée à l'échelle de quelques dizaines ou centaines de nanomètres qui est responsable des propriétés de la couleur bleue en fait, que vous voyez. C'est ce qu'on appelle une couleur physique par opposition à une couleur chimique qui viendrait d'un colorant. Alors à ce point-là de mon exposé, je pense qu'il est nécessaire de vous proposer quelques
j'emploie depuis tout à l'heure des mots un peu barbares, nanoparticules, nanomatériaux, qui méritent qu'on s'y attarde. Que signifie nanomètre? Alors, nano d'abord, c'est un préfixe qui a été pris finalement dans la langue courante. Nano, ça vient du mot nain, d'accord? Ça donne l'idée qu'on a quelque chose de tout petit. Et quand on dit nano quelque chose, ça veut dire un milliardième de quelque chose. Un nanogramme serait un milliardième de gramme. De la même façon, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Alors si je vous donne une échelle, vous voyez ici par exemple une petite particule nanométrique qui contient du nickel. Et si on essaie de positionner ça par rapport à notre échelle humaine usuelle, nous faisons grosso modo 1 mètre ou 2. Eh bien, si on divise par 1 milliard, on tombe à une nanoparticule, et si on multiplie par 1 milliard, on tombe à la taille du Soleil. Donc effectivement, un nanomètre, c'est assez petit. Est-ce que c'est infiniment petit? Je ne crois pas, je vais vous le démontrer. Vous voyez ici cette échelle de taille, donc je reprends l'être humain qui est grosso modo à 1-2 mètres. Descendons par facteur 10 à chaque fois. Ici, on a les bactéries qui font quelques centaines de micromètres, c'est un peu plus que facteur 10. Si on descend encore, on a les virus, autour de 100 nanomètres. On a les protéines, vous avez dû en entendre parler sans doute dans vos cours de biologie. Celle-ci, c'est le cytochrome C450 qui est impliqué dans la respiration. Donc vous vous en servez tous les jours sans le savoir. Et puis si on descend encore un petit peu, ici à l'échelle du nanomètre ou de la dizaine de nanomètres, on a les molécules. Donc une molécule, ça fait à peu près cette taille-là. Descendons encore, la liaison chimique dans la molécule. Donc un carbone accroché à un hydrogène, c'est de l'ordre d'un dixième de nanomètre. Et maintenant, l'infiniment petit, ou tout au moins ce qui ressemble, de mon point de vue de chimiste, eh bien c'est encore beaucoup plus petit. Vous voyez ici le nombre de zéros que j'ai mis avant le nanomètre. C'est le noyau atomique. Donc en fait, le nanomètre n'est pas si petit que ça. Pour un chimiste, c'est une échelle qui est assez confortable. C'est l'échelle de la molécule, c'est l'échelle de la liaison chimique. Et finalement, tout ce domaine des nanosciences, eh bien, il est conjoint, il associe la chimie, la biologie et beaucoup de disciplines qui le manipulent déjà depuis longtemps. Voilà. Donc on a ici la chimie, la biologie, la science des matériaux. Donc voilà, un nanomètre c'est petit, ce n'est pas si petit que ce qu'on lit parfois dans les journaux à ce sujet. Et c'est une échelle, finalement l'échelle de la molécule que les chimistes aiment beaucoup. Alors une nanoparticule, qu'est-ce que c'est? Eh bien la définition que nous propose l'Europe et un tas d'instances très lettrées, c'est que c'est une particule qui a au moins une de ses dimensions inférieure à 100 nanomètres. Par association d'idées, un nanomatériau va être n'importe quel matériau que vous rencontrez, soit qui sera fabriqué avec des nanoparticules, soit comme mon aile de papillon, qui ne sera pas fabriquée avec des nanoparticules, mais qui aura finalement une structure qu'on peut décrire, qu'on doit décrire à l'échelle du nanomètre. Et ça, c'est quelque part plus intéressant. Alors là, on arrive sur un mot un petit peu plus difficile. La nanotechnologie, ou même les nanotechnologies, vous en avez peut-être lu quelque chose dans la presse. Alors c'est un mot qui en fait date de 1974, donc c'est pas si vieux que ça, quand on sait que la chimie date de plusieurs siècles, la biologie également. Eh bien en fait ça a été défini, la nanotechnologie, comme l'ensemble des outils pour la fabrication miniaturisée. Typiquement, tout ce que l'industrie des processeurs utilise pour graver des puces ou pour graver des circuits intégrés. De façon plus large, en fait, les nanotechnologies, ce sont toutes les technologies issues des nanosciences, donc incluant aussi la chimie. Et enfin, j'arrive aux nanosciences, qui est peut-être le mot le moins bien défini et le plus utilisé, ne me demandez pas pourquoi. Eh bien, moi, la définition que je propose, parce qu'on n'en trouve pas, c'est l'ensemble des sciences qui ont trait à l'échelle nanométrique. Ça, c'est une possibilité, mais ça n'amène pas à grand-chose. Ce que je préfère dire, c'est que c'est la convergence, finalement, de la chimie, de la biologie, de la physique, de la science des matériaux, vers cette étude de l'objet, du matériau structuré à l'échelle du nanomètre. Et finalement, c'est ça qui crée un petit peu un renouveau de ces disciplines, bien qu'elles soient déjà très actives dans leur domaine particulier, et qui crée cette envie de travailler à plusieurs scientifiques différents, de différentes disciplines, ce qui est extrêmement intéressant et créatif de nouvelles idées finalement. Alors les nanomatériaux, j'ai déjà mentionné un exemple qu'on trouve dans la nature, celui du papillon, le Morphogodarti dont on a vu la photo auparavant. Ce qui est intéressant, c'est que même au niveau minéral, au niveau de la pierre, eh bien, il y en a déjà qui se forment de façon spontanée dans la nature. Ici, je présente le cas d'une aléoïcite, c'est un aluminosilicate, un composé, si vous voulez, présent dans les mines, présent dans la terre, spontanément, qui forme, qui grandit sous forme de nanobâtonnets. Donc là, on voit l'idée que je présentais plus loin. Ils sont assez longs dans une direction, plusieurs micromètres, mais ils ont une direction qui est toute petite, donc le diamètre. Donc ils ont le droit de s'appeler nanomatériaux. Et en fait, ce genre de composés naturels, on en trouve aussi comme les argiles, etc., ils sont déjà utilisés depuis des siècles
Par exemple, pour la fabrication des céramiques. Par exemple, pour le renfort mécanique quand on fabrique une maison, quand on fabriquait une maison à l'ancienne. Ou bien pour la fabrication d'ustensiles. Donc c'est quelque chose qui est déjà très utilisé sans qu'on ait forcément toujours compris la structure. Un autre exemple qui est plus amusant et plus atypique, c'est le cas de cette petite bactérie qui s'appelle magnétotactique. Et en fait, cette petite bactérie vit dans des lacs dans lesquels il n'y a finalement pas grand-chose à manger et pas grand-chose à faire. Elle a un grand problème dans sa vie, c'est de s'orienter dans ces lacs, finalement, où elle doit trouver ses nutriments. Et pour ce faire, elle a développé une stratégie très particulière. Elle fabrique ces petits nanocubes ici que vous voyez, qui sont des oxydes de fer. Vous voyez, on les voit mieux ici. Et ces oxydes de fer, en les alignant, finalement, ça lui donne une espèce de compas. Et donc, elle est capable de suivre le champ magnétique terrestre grâce à ces petits nanocubes. Voilà une des stratégies que la nature a mis en œuvre pour faire des nanomatériaux et dont, bien sûr, on s'inspire. Alors aujourd'hui, on sait faire ces nanocubes autrement, mais on cherche aussi parfois à faire travailler les bactéries pour nous. Alors, les nanoparticules, ce qui est amusant finalement, c'est qu'on en a utilisé depuis très longtemps dans notre histoire de civilisation au pluriel humaine, et on n'a pas toujours pris conscience qu'on était en train d'en manipuler. Je prends un exemple, c'est cette coupe qui est un petit peu célèbre, qui raconte l'histoire d'un roi de Thrace. C'est un mythe de la mythologie gréco-romaine. Lycurgus, eh bien, ce roi, il avait défié Dionysos. Vous connaissez peut-être Dionysos, le dieu du vin, dieu très important pour nous, bien sûr. Je ne sais pas s'ils avaient un dieu de la bière d'ailleurs, il faudrait se poser la question. Mais bon, donc Dionysos avait été défié par ce dieu, par ce roi, et pour se venger, il l'a emprisonné dans des vignes. C'est ce qu'on voit ici sur cette coupe. Et les artistes qui ont créé cette coupe, ils ont finalement utilisé une technologie qui a été reprise plus tard par les alchimistes pour essayer de rappeler cette couleur du vin. Si vous allez voir cette coupe à Londres, au British Museum, elle est présentée dans cette vitrine, soit éclairée, soit éteinte. Donc la lampe ici est éteinte, vous voyez la couleur n'est pas fantastique, c'est un petit peu sévère. Mais par contre, si on allume la lumière, c'est-à-dire si on regarde la coupe en transmission, en mettant la coupe entre nous et la source de lumière, eh bien, on va apparaître cette couleur rouge qui est là pour rappeler le vin, mais aussi le combat, la guerre, parce que c'était aussi là certains des attraits de ce dieu. Et en fait, cette coupe, elle contient des petites nanoparticules d'or et d'argent. Donc à l'époque déjà de l'Antiquité gréco-romaine, on fabriquait ces particules. Bien sûr, on n'avait pas le moyen de les observer, et même on ne se doutait pas qu'on en manipulait, mais elles étaient déjà bien là. Alors il y a une personne qui, pour moi, vraiment est l'inventeur des nanoparticules, des nanosciences et de toute cette chimie-là qu'on est en train de développer à une vitesse qui n'a pas eu de précédent dans l'histoire. C'est Faraday. Faraday, c'est un chimiste et un physicien anglais qui était issu d'une famille très pauvre et qui a gravi tous les échelons du monde scientifique de l'époque, de par son génie, sa créativité et sa curiosité. Il touchait à tout, littéralement. Il a fait exploser je ne sais combien de laboratoires et ça l'amusait énormément. Et Faraday, ce qu'il a observé, lui, c'est que si on prend un morceau d'or, vous connaissez tous l'or, c'est un métal qu'on retrouve partout dans les bijoux, et qu'on le réduit en petites particules excessivement petites, on le réduit un peu, voilà, ces particules, en diffusant la lumière, produisent une belle solution rubis. Là, je ne fais que traduire l'anglais de ce qu'il a écrit il y a plusieurs siècles, d'accord ? Faraday a totalement raison. Si on prend de l'or et qu'on en fait des petits grains de quelques nanomètres, donc des nanoparticules, comme je l'ai dit avant, bien effectivement, non seulement il y a cette couleur rubis, mais en plus, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on change un tout petit peu la taille de ces particules, 5, 10, 20 nanomètres, eh bien on est capable de contrôler la couleur. Et ça, ça a des applications que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous ne soupçonnez pas, mais des applications technologiques tout à fait intéressantes. Donc Faraday, lui, a compris que de diviser la matière en allant vraiment vers la taille de la molécule, c'est ce qui donnait ces nouvelles propriétés tout à fait surprenantes. Voilà, donc les nanomatériaux, aujourd'hui, on en fait au laboratoire, on en fait dans le laboratoire dans lequel je travaille. Beaucoup des étudiants que vous verrez dans les stands en fait, travaillent sur des sujets qui sont liés à ces nanomatériaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait faire une palette qui est bien plus large que ce que Faraday connaissait ou que ce qu'on savait faire encore il n'y a que 10 ans. Alors bien sûr, on sait faire des particules de métaux. Vous voyez ici le contrôle de forme et de morphologie qu'on est capable d'avoir. Et on sait faire aussi des particules de beaucoup d'autres choses. Les alliages, c'est quand on met deux métaux ensemble. On sait faire des phosphures, c'est quand on met du phosphore, des borures, des carbures, des chalcogénures. Vous voyez un petit peu la galaxie qu'on est en train de développer dans les laboratoires de chimie. Chacune de ces particules est fabriquée d'une façon précise. On contrôle en général sa taille. Et il y a des applications dont je vais parler plus tard qui sont tout à fait intéressantes. Alors un autre enjeu finalement, et c'est un petit peu ça qui a bloqué le domaine des nanoparticules, des nanosciences pendant longtemps, c'est comment les regarder. Alors j'ai déjà montré un cliché en microscopie électronique à balayage, c'était ces images de l'aile de papillon.
Ici, on a un autre type de microscope qui, lui, va encore plus loin dans la capacité à regarder des petites échelles. Eh bien, en fait, ça ne suffit pas. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Voir au microscope, c'est bien, mais ça ne dit pas tout. Pourquoi ? Parce que bien, si on prend une particule d'or, elle va avoir un cœur, mais elle va aussi avoir une couronne de molécules qui la protègent. C'est ça qui fait que la nanoparticule reste petite et ne forme pas un gros bloc d'or. Et cette couronne est en fait extrêmement importante pour la façon dont cette particule pourra être utilisée, pour sa toxicité, pour la façon dont on va pouvoir l'assembler avec autre chose et faire un nanomatériau. Et donc, il est important de bien prendre conscience que finalement, c'est très interdisciplinaire cette étude, parce qu'il nous faut la microscopie, il nous faut des études avec ce qu'on appelle des rayons X, et il nous faut encore énormément d'autres techniques dont je ne vais pas donner le détail aujourd'hui, mais vous voyez que ce sont des études qui sont interdisciplinaires, qui nécessitent beaucoup de compétences et donc des équipes très, très importantes. Comment les fabriquer, ces particules ? Eh bien, il y a un petit peu deux idées. Si vous voulez faire les petites particules d'or ou de nickel, comme je vais en parler ici, dont Faraday parlait plus tôt, eh bien, il faut créer des objets qui ont beaucoup de surface. Alors, si on essaie de se faire un petit peu une idée, juste en prenant quelques chiffres, si vous prenez un gramme de billes, qui ont un diamètre 1,5 cm, et si on compare à des petits grains de silice qui ont un diamètre donc, de 15 micromètres, ça c'est une microparticule, ou de 15 nanomètres, donc des nanoparticules, et qu'on essaie de regarder quelle est la surface totalisée par ces billes, eh bien, on se rend compte qu'elle augmente de façon quasi exponentielle. Vous voyez ici, on a seulement 0,0002 mètres carrés de surface par gramme, alors qu'ici, on a 200 mètres carrés de surface par gramme de la même matière qui est la silice, ce sable dont je parlais plus tôt. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que ça ouvre des perspectives extraordinaires. Si vous prenez 1 gramme de cette silice, vous allez pouvoir recouvrir les murs d'une pièce de 60 mètres carrés. Et 1 gramme, c'est à peu près ce que vous avez dans un grain de sucre, en fait. Vous allez pouvoir recouvrir une pièce de 60 mètres carrés. Donc ça vous donne cette idée que les nanoparticules, finalement, vivent par leur cœur, ont des propriétés liées à leur cœur, leur composition, mais aussi des propriétés liées à leur surface, qui est extrêmement importante. Voilà, ça c'est simplement une conséquence géométrique, un peu de maths, quelques révisions, du fait que le volume est lié finalement au cube du rayon, alors que la surface, elle, est liée au carré. Donc si vous descendez les volumes, vous augmentez les surfaces relatives. Voilà. Et c'est ça qui fait que d'un bloc d'or, finalement assez inintéressant si ce n'est qu'il vaut très cher, eh bien, si on fait des petites particules, on obtient quelque chose qui n'a plus rien à voir en termes de propriétés et donc d'application. Voilà, alors comment est-ce qu'on les fabrique au laboratoire ? Un petit exemple concret. Ça, c'est des nanoparticules que j'ai faites il y a quelques années, quand j'étais encore étudiante dans le laboratoire, et qu'on a fabriqué. Alors, on aurait pu finalement essayer de trouver des ciseaux suffisamment petits, découper un bout de nickel, puisqu'ici, ce sont des nanoparticules de nickel, un métal aussi qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche descendante. C'est un petit peu ce que les physiciens font quand ils essaient de graver un microprocesseur. En fait, l'enjeu des physiciens aujourd'hui, c'est d'avoir des lasers toujours plus fins pour graver des microprocesseurs toujours plus petits. Nous, chimistes, on a finalement l'approche inverse. Comme je vous l'ai dit, le nanomètre, c'est notre échelle naturelle. C'est l'échelle de la molécule. Donc, quand on veut assembler des objets nanométriques, ce qu'on fait, c'est qu'on part de molécules. Celle-ci, elle contient en son centre un cation de nickel, et on va chercher à les assembler, ces cations, de façon très contrôlée. Alors, au niveau du laboratoire, ça se fait très simplement en chauffant ces cations dans un solvant. Vous voyez ici le ballon que j'ai utilisé. Et on les assemble de façon contrôlée pour obtenir des milliards de nanoparticules qui font toute la même taille. Voilà un petit peu une stratégie qu'on emploie. Et on voit encore toujours cette même dialectique dont je parlais plus tôt, de la matière qu'on vient mettre en forme pour obtenir quelque chose d'utile. Une nanoparticule de nickel, par exemple, ça peut servir à fabriquer du méthane, qui est un gaz qui a de la valeur, qui stocke de l'énergie, en partant de CO2, une molécule qui a finalement peu d'intérêt et même qui nous pollue sur Terre. Voilà. Alors, les nanostructures, on peut aussi les faire en assemblant des nanoparticules, je l'ai mentionné. Ici, vous avez l'exemple de particules de silice totalement désordonnées. Et à l'opposé, vous avez cette photo que je présentais un petit peu en introduction, de petites nanoparticules de fer. On voit un petit peu ici qu'elles sont parfaitement calibrées et agencées entre elles. Et puis, on peut aussi faire des nanopores, des nanotrous finalement dans la matière. Je reprends toujours ma silice, un matériau qu'on trouve partout, qui est extrêmement important. Eh bien, cette silice, on peut venir, grâce à la chimie, faire des pores de cet arrangement-là que vous voyez, qui sont présents dans la matière et qui permettent de l'utiliser pour énormément de choses, notamment, par exemple, pour venir essayer de donner un médicament qui n'est pas soluble dans l'eau, d'essayer de venir le délivrer dans le corps humain
sans qu'il soit rejeté par l'organisme. Ça, c'est une des choses que les gens étudient avec ces grains de silice nanométriques et en plus nanoporeux. Ce sont finalement des cargos, des véhicules. Voilà. Alors, pourquoi faire des nanoparticules et nanomatériaux? J'ai déjà donné pas mal de petits exemples un petit peu en marge de ce que je vous présentais. Je vais essayer d'y passer un tout petit peu plus de temps. À l'échelle industrielle, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir finalement cette grande diversité, vous vous souvenez peut-être de cette galaxie que je vous ai présentée, n'est pas représentée pour l'instant. C'est seulement quelques familles de nanomatériaux qui représentent 95% de ceux qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Le dioxyde de titane, j'en ai parlé, les crèmes solaires par exemple, mais bien d'autres applications. Il y a l'alumine qu'on trouve dans tout ce qui est la chimie du pétrole, qui est extrêmement importante et qui représente beaucoup de tonnage, les noirs de carbone, il y en a encore bien d'autres. La silice, la nanosilice, qu'on trouve dans certains emballages alimentaires, entre autres. Et finalement, ce que je croise, et la raison pour laquelle je crois dans ce domaine-là, c'est que quand on aura peut-être juste 2 fois plus de familles de nanomatériaux présentes à l'échelle industrielle dans des applications, on aura vraiment aussi résolu d'autres problèmes technologiques qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Alors je prends l'exemple du téléphone portable, en fait. Il est intéressant parce que vous avez à la fois les nanoparticules ou les nanomatériaux des physiciens, avec par exemple l'écran tactile, j'en ai parlé, les microprocesseurs, et vous avez ceux du chimiste. Dans les batteries au lithium, on cherche à incorporer aujourd'hui des nanomatériaux pour résoudre ce problème de durée de vie des batteries qui est un vrai problème difficile. Et donc c'est un condensé finalement de nanomatériaux dans votre poche. Quelques autres exemples, donc il y a les batteries lithium que je viens de mentionner, le photovoltaïque, les capteurs. Alors là, vous voyez par exemple des nanofils de silicium qu'on a fait croître tous de façon alignée. C'est le type de matériaux qui sont étudiés pour les batteries lithium, entre autres, il y en a plein d'autres. Il y a l'exemple des carburants qui nécessitent des nanomatériaux pour être traités, puis aussi pour dépolluer les gaz d'échappement. J'ai mentionné le cas du platine. Il y a les aérogels. Alors ça, c'est assez amusant. C'est l'exemple de Stardust. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent un peu toutes les aventures des sondes et des conquêtes spatiales. Il y a quelques années, en fait, une équipe a voulu récupérer la poussière de comète. Et pour ce faire, ils ont envoyé dans l'espace un petit satellite qui est venu passer juste dans la queue de la comète et qui emportait cette espèce de raquette de tennis faite d'aérogel. L'aérogel, c'est la silice que je vous montrais avant, nanométrique, qui est extrêmement légère et qui a pu piéger comme ça des particules de comète. La poussière de comète qui a été ramenée sur Terre et analysée par la suite. Alors il y a l'hyperthermie pour le biomédical, l'imagerie 3D. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on essaie de prendre ces nanoparticules, les nanoaimants par exemple, et on essaie de les faire chauffer dans le corps humain de façon très localisée. Pourquoi? Parce que la tumeur, typiquement, est plus sensible à un petit échauffement de température que le tissu sain. Donc ça, c'est une des stratégies qui est développée à Berlin et dans d'autres endroits pour essayer d'utiliser les nanoparticules dans le traitement médical. Voilà, et bien sûr, il y a encore plein d'autres choses à faire. Alors, il me reste un tout petit peu de temps, donc je vais quand même essayer d'aborder une question qui me semble importante. C'est que quand on est chimiste, on fabrique des matériaux, on fabrique des choses qui n'existaient pas avant dans la nature. Déjà, ce qui existe dans la nature peut être toxique. Ce qu'on fabrique aussi peut aussi être toxique. Et on est en devoir, quelque part, de se poser cette question. Vous avez peut-être entendu parler de certaines controverses au sujet des nanoparticules, cette inquiétude qu'elles pourraient être capables de passer dans le sang ou d'autres choses de ce type. Je vais simplement en dire quelques mots et je vous précise quand même, par souci d'honnêteté, que je ne suis pas, moi, toxicologue. Je suis juste chimiste avec un regard critique et je vous invite aussi à faire preuve de ce regard critique quand vous entendez parler de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies. Alors, il y a un premier point que je voudrais souligner, c'est que ce qui est petit a toujours fait peur. C'est un petit peu un mécanisme ancien dans l'histoire des humains. C'est petit, on ne peut pas le voir et ça fait peur. Et à titre d'exemple, je vous donne l'image, ici, une affiche publicitaire de 1911, vous voyez, les laboratoires Agnos, c'est des laboratoires qui fabriquent des détergents, et qui titre « Le microbe, voilà l'ennemi ». Et si on zoome un petit peu, vous voyez un petit peu comment sont représentés le choléra, la peste, etc. Donc 1911, il faut se remettre dans le contexte, c'est quelques années après la grande époque de Pasteur, et c'est une période où on essaie d'inciter les gens à avoir une meilleure hygiène de vie et une meilleure hygiène en général. Donc en fait, ce qui est petit fait peur, et les nanoparticules sont un peu prises dans ce tourbillon de c'est infiniment petit, donc ça doit être très dangereux. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'avec le mot nano, on nous vend un petit peu du rêve. Il faut bien être honnête. Ça, c'est une affiche dans le métro d'un matelas soi-disant nano. Ça, c'est la nano-SIM qui est supposée être bien meilleure que la SIM. C'est vrai qu'elle est plus petite. De là à dire qu'elle est nanométrique, je suis un peu plus dubitative. Là, vous avez l'iPod nano, vous avez les processeurs nano, la Tata nano, une petite voiture. Donc c'est un petit peu un mot commercial et avec ce caractère commercial arrive beaucoup de dangers. Alors comment se positionne le chimiste là-dedans? C'est assez intéressant de voir le regard finalement que porte la société civile sur le chimiste. Vous voyez qu'il est dans l'ombre.
il est caché, il est derrière, il ne parle pas de ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est malheureusement une attitude qu'on a parfois en tant que scientifique, et là je m'inclus dans les coupables, qui est de ne pas suffisamment expliquer ce qu'on fait. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le mot nano est un peu dévoyé parfois dans l'usage quotidien. Alors on est sur cette économie de la promesse, avec des livres qui ressortent plus de la science-fiction, qui ont été écrits, qui présenteraient les nanotechnologies comme un fléau de la race humaine. Bon, on peut lire le livre, il est assez amusant, pour être très honnête. Après, je pense, comme je le disais, qu'il faut faire preuve d'esprit critique. D'autant plus que ce livre parle d'une chose de façon assez récurrente, c'est la notion de nanorobots, qu'il propose comme étant des robots de la taille de cellules. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait, une cellule, ça fait 5 micromètres, donc en fait, ce robot n'est pas nano, mais après, chacun de juger. Et par contre, ce qui est pour moi un nanorobot déjà efficace et déjà totalement présent dans la nature, ce sont les protéines qui nous aident à fabriquer notre énergie, qui nous aident à respirer. Donc voilà, un petit clin d'œil là-dessus. Je vais passer un petit peu là-dessus pour laisser un peu de temps aux questions. Et je vais arriver sur cette question, finalement, je crois, qui est plus proche de la question qu'il faut se poser sur ce sujet. Les nanoparticules sont-elles particulièrement dangereuses? Dangereuses, il n'y a aucun doute que si vous mangez 1 kilo de nanoparticules, vous aurez des soucis. Mais si vous mangez 1 kilo de sucre ou 1 kilo de sel, vous aurez également des soucis de santé. Donc je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est les particules sont-elles particulièrement dangereuses? Alors il y a une grande variété, et du coup il y a autant de réponses que de matériaux. La dose compte. Et puis, c'est vrai qu'il y a un des points quand même qui pose question le plus, c'est celui des particules qui sont présentes dans l'air, qui sont susceptibles effectivement d'être inspirées, de même que les particules fines d'ailleurs. Quand on a des alertes aux particules dans Paris, c'est un petit peu ce genre de problématique. Voilà, donc je présente un peu ça pour ouvrir des sources de questions si vous en avez. Je pense qu'il faut dire aussi avant toute chose que aussi bien les chimistes que les biologistes travaillent beaucoup sur ces questions, qu'elles sont vraiment au début, dans le haut des priorités des scientifiques aujourd'hui. Et que si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus, il y a 2 petits livres extrêmement bien écrits, à la fois sur la chimie et sur les nanotechnologies, que je vous conseille. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la thématique en général, je vous propose aussi ces ouvrages-là, mais il y en a plein dans les bibliothèques que vous pouvez consulter. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Si vous avez des questions, je vous demanderai de lever la main et on vous apportera le micro pour vous poser la dite question. Oui. Alors, je répète la question parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez tous bien entendue. C'est une question qui est tout à fait légitime. J'ai dit que certaines personnes s'inquiètent du fait que les nanoparticules sont capables de pénétrer dans le sang. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je vais vous prendre un exemple. En fait, ma réponse est un peu une réponse qu'on appelle de Normand. Ça dépend. C'est-à-dire, des fois, effectivement, vous prenez la même nanoparticule. C'est le cas de cette étude ici qui a été faite sur des souris. Vous prenez la même nanoparticule et vous changez juste sa couronne en surface, ce que j'ai montré au début, ce que j'ai appelé couronne de ligand. Sa capacité à voyager dans l'organisme va être totalement différente, même si c'est la même particule. Ici, celle-là, on lui a mis des charges positives en surface, hop là, à gauche. Elle se centralise dans les poumons. La même particule avec des charges négatives en surface va dans le foie. Et la particule qu'on a un petit peu mieux masquée, elle, est capable de voyager dans l'organisme. Alors, est-ce que certaines particules peuvent pénétrer dans le sang? Oui, si elles arrivent à passer la barrière de la peau. Et c'est même ce qu'on essaie d'utiliser quand on essaie d'utiliser les nanoparticules comme des vecteurs de médicaments. Après, si vous posez une poudre sur votre main, est-ce que ça va pénétrer? Probablement non dans 99,999% des cas, parce que la peau humaine est une barrière extraordinaire en fait pour toutes les sources finalement de contamination. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'une nanoparticule, c'est la taille d'une protéine. Les protéines ne sortent pas de votre sang ou de votre peau toute seule. De la même façon, les nanoparticules n'y entrent pas de façon si aisée. Mais encore une fois, c'est à moduler en fonction de la particule précise. Je pense qu'il y en a qui ont faim dans l'assistance, je peux les comprendre.